Alors comment ça s'est passé justement, ce récit historique dominant? Comment est-il arrivé? Comment on a réussi justement à effacer tous ces grands accomplissements de la civilisation? Non, mais c'est-à-dire que ça, c'est des faits de civilisation classique. Vous savez que, par exemple, quand on étudie l'histoire des Gaulois, on a les éléments émanant des Romains. Et les Romains ont des termes relativement péjoratifs sur les Gaulois. Lorsque vous étudiez l'histoire des femmes dans l'Antiquité européenne, vous savez que le discours sur les femmes a été fait par des hommes qui étaient fondamentalement misogynes. Donc tous les discours que vous avez sur les femmes sont fondamentalement négatifs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'histoire, c'est une affaire de documentation. Et quand vous n'avez pas accès à la documentation, ou quand vous n'avez pas le pouvoir pour imposer votre documentation, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui viennent raconter une histoire qui serait proche de Blanche-Neige et les 7 nains. Comme on dit, les vainqueurs écrivent l'histoire. C'est-à-dire que, non, le problème, c'est pas que, non, vous savez, mon problème, c'est pas que le vainqueur écrit l'histoire, hein. C'est la propension à être mythomane. C'est-à-dire qu'il faut quand même se fixer des limites. Les Grecs ont tout inventé. Alors je vais vous résumer ce que c'est que l'historiographie occidentale. L'historiographie occidentale, c'est quand c'est une vertu, ça n'appartient qu'aux Occidentaux. La démocratie est grecque. Mais dès que c'est une tare, par exemple l'esclavage, oh non mais tout le monde a fait l'esclavage, comment il a fait? C'est-à-dire qu'on peut résumer leur historiographie à ça. C'est-à-dire quand c'est une vertu, c'est privatisé. Mais vous savez que les historiens asiatiques disent la même chose. Hein. Ils disent, mais vous avez une propension à privatiser quand c'est positif et à démocratiser quand c'est négatif. Maintenant, la chose c'est quoi? Lorsque nous basons la perception que nous avons du passé de l'humanité sur ce qui a été raconté à l'époque de la colonisation et de l'esclavage, il y a une chose que des deux côtés de l'hémisphère, c'est-à-dire l'hémisphère nord comme l'hémisphère sud, parce que c'est le même problème que je rencontre dans les débats aussi en Europe, c'est que une histoire écrite dans un contexte colonial n'est pas la vérité. Il faut quand même un moment que les gens se mettent ça dans la tête. Ce n'est pas la vérité. Une histoire écrite dans un contexte colonial ne raconte que des histoires dormir debout. Et que vous ne pouvez pas fonder votre analyse existentielle sur cette espèce de truc qui n'a ni queue ni tête. Alors, quelques faits d'histoire. Qui a inspiré qui? Alors, il faut savoir que le fait que l'humanité soit née en Afrique et qu'elle a eu près de 250 000 ans d'avance sur les autres formes, enfin sur les autres civilisations, et que les groupes humains ont quitté l'Afrique pour aller s'installer en Mésopotamie, en Chine, jusqu'au Japon, en Russie et ailleurs, la civilisation a un tronc commun qui est africain. C'est valable pour les Chinois, c'est valable pour les Arabes, c'est valable pour les Européens, c'est valable pour les Amérindiens. Et lorsque je vois quelqu'un venir dire qu'un Africain déporté à l'époque de l'esclavage a appris quelque chose d'un Amérindien, vous savez, il n'y a que parce que la personne a bu jusqu'à la lie le n'importe quoi historique de ceux qui organisent le colonialisme pour fonder la prédation intellectuelle de l'humanité entre le Nord et le Sud, qui colportent des choses pareilles. Parce que l'Africain est dans un contexte politique, dans un royaume, organisé avec des ministres, des ministères. Vous voyez ce que je veux dire par là? On dit que l'Afrique était organisée en termes d'État même. Mais avec des États, c'est-à-dire que quand vous regardez avec des constitutions, vous avez le ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Économie, ministre de tout ça. Et les cités, les capitales des royaumes sont construites le long des fleuves parce qu'on se déplace par des immenses bateaux, ce qui permet, donc les fleuves sont les autoroutes, et on se déplace de ville en ville, et toutes les villes sont le long des fleuves, des grands fleuves. Il faut voir, les fleuves sont immenses quand même aussi. Hein. Bon. Et vous avez quelqu'un qui vient d'un complexe politique organisé avec raffinement, que vous allez comparer avec des Amérindiens qui... Mais, et le comparatif avec l'Européen, alors, à cette même période? La chose c'est que, si vous voulez, les rapports évoluent. Lorsque l'Européen arrive au milieu du deuxième millénaire, donc dans ce qu'on appelle la Grèce, c'est-à-dire qui fait les invasions, bon, je dirais lui-même reconnaît qu'il est inculte, hein, bon, il suffit de regarder les documents, mais il constate qu'il est particulièrement belliqueux.
C'est-à-dire qu'il brûle les forêts, il brûle les champs, enfin il est déjà en conflit avec lui-même, donc le conflit va dégénérer avec ceux qui sont là. Mais la chose c'est que comme il est nomade et il n'y connaît rien à la vie sédentaire, et vous savez que quand vous avez planté une graine, il faut du temps pour récolter et pour voir qu'après il faut faire la farine pour faire du pain, il se dit bon ben il faut que je patiente quand même avant de le mettre à mort parce que je ne sais pas où il veut en venir quand il a fait la farine, il fait quoi avec après. Donc il y a eu un temps d'enseignement avant de chasser les populations, mais ça c'est Hérodote même qui le dit, c'est-à-dire il y a une transmission d'informations. Maintenant, la chose qui se passe, je vous donne des exemples simples. Vous savez que quand on fait les défilés, par exemple d'Akio, on met les pâches à bananes, on défile. Est-ce que vous savez, dans pratiquement tous les pays européens, il y a les mêmes défilés? La chose c'est que s'il y a des télévisions qui sont là pour montrer les cultures des peuples européens, pourquoi quand ils font leur défilé à Kyo, ça ne passe sur aucune chaîne de télévision? Mais comment ça se fait que nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant de la date à laquelle ça se passe? Parce que si les gens, si vous venez me voir, vous me dites quand est-ce que je vous donne les dates, je vous montre les photos, je vous montre les vidéos, moi j'ai des vidéos, j'ai des photos, est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que pourquoi? Comme c'était des Africains qui vivaient là, les Africains ont montré une relation avec l'environnement qui est basée sur un échange de vibrations. C'est pas débouler pour débouler, non, c'est échanger de la vibration. La vibration de la joie, la vibration du bonheur, la vibration du chant, de la musique avec la création. Donc, les Européens, vous avez en Angleterre, ils se mettent même du cirage noir avant de faire la procession. Donc ça montre bien que ça vient d'un substrat africain qui était celui-là. Il faut comprendre une chose. Lorsque l'Europe arrive, donc les Européens, les Caucasiens exactement, ils arrivent donc au milieu du 2e millénaire en Europe, étant à l'état sauvage de leur propre aveu, puisque Jean-François Champollion même dit que la première fois qu'on a représenté des Européens dans l'histoire de l'humanité, c'est dans les tombeaux des pharaons africains, et ils sont à l'état sauvage. Et nous sommes en 1580 de l'ère ancienne africaine. C'est-à-dire en 1580, il n'y avait pas d'Européens civilisés. Maintenant, le premier Européen intelligent de l'histoire, c'est Thalès. Mais Thalès reconnaît qu'il a étudié en Afrique. Et Pythagore, allant voir Thalès, vous voyez, Thalès lui conseille d'aller voir le professeur qu'il a eu. Et Pythagore va passer 22 ans. Et quand on analyse le fait que le père de Pythagore s'appelait Mnésarchos et qu'il s'appelle Pythagore, on voit que finalement, c'est un nom qu'il a reçu de l'Égypte antique. Vous voyez, de Ptarou, Ptagoura, qui aurait donc donné Pythagore. Donc à partir de là, au bout de ces 22 ans, il va remonter en Europe, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va transférer des éléments de civilisation. Et pratiquement tous les Grecs, les Platon va étudier la philosophie pendant 13 ans, on connaît le nom de son professeur, voilà ce qui va se passer. Donc à la naissance un peu de leur civilisation, de leur réveil de conscience et d'intelligence, en fait ils ont été donc puiser la connaissance c'est-à-dire qu'eux-mêmes à tour de rôle. Ils utilisent un mot qui est paille de thé. Paille de thé en Grèce, c'est-à-dire ils nous ont pris par la main. Parce que vous savez, l'Africain, lui, il avait un devoir un peu, qui qualifiait un peu de mystique, c'est-à-dire qu'il considérait qu'il était là pour guider l'humanité vers le bien. Regardez, vous discutez avec les Sémites, c'est même pas la peine de discuter. Lui-même a déjà dit que Moïse a été initié à la connaissance de Dieu par Pharaon. Ça veut dire qu'il y a un des deux qui n'avait pas la connaissance de Dieu, c'est Moïse, Puisque comme Moïse a été initié par Pharaon à la connaissance de Dieu, bon, ça veut dire qu'un des deux ne l'avait pas. En tout cas, c'est pas Pharaon. Vous voyez l'affaire? On était juste avant la coupure pub à parler du rapport entre les Européens et les Africains. Totalement. Vous nous disiez que des grands-pères des mathématiques comme Pythagore ou Thalès ont étudié les mathématiques en Afrique. Totalement. Ont puisé leurs connaissances Totalement. en Afrique. Et Dox aussi d'ailleurs était en Afrique 13 ans. Strabon a dit qu'il a visité la chambre d'étudiants de Dox. Donc on voit que les choses sont relativement claires. L'affaire du théorème de Pythagore et du théorème de Thalès, dont tout le monde rigole. Parce que vous avez ces théorèmes-là sur des papyrus, donc kamites, de l'Égypte ancienne, 1000 ans avant Thalès et Pythagore. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il faut quand même se fier. C'est la dimension un peu mythomane de l'Européen quand il raconte l'histoire. L'Européen n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, raconté l'histoire de l'humanité. Il raconte sa version de l'histoire de l'humanité. Et c'est pour cela qu'ils s'organisent entre eux pour parler de leur version. Mais vous mettez n'importe quel spécialiste chinois, n'importe quel, vous voyez, je ne suis même pas fermé à l'Afrique, je dis vous mettez n'importe quel individu du Sud, l'individu du Sud va dire mais quand même. Est-ce que vous pensez que ce qu'on appelle les mathématiques européennes, même ça n'a jamais existé?
Ça n'a jamais existé. L'écriture en Europe, ça n'a jamais existé. Papier vient de papyrus. Et papyrus, c'est le support souple d'écriture. Et c'est très étonnant. Il n'y a pas d'invention d'écriture dans toute la sphère caucasienne. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et il suffit de regarder Sciences et Vie, vous allez voir vous-même que la surface de l'Europe est vierge. Bon. Maintenant, ce qui concerne les mathématiques, on a démontré, et ça c'est l'Université du Canada à Montréal, que ce qu'on appelle les chiffres alphanumériques grecs, ça venait de la tradition des chiffres alphanumériques de l'Égypte ancienne. Donc, et les Arabes, on dit que les Arabes... Non, les Arabes c'est aussi farce et attrape. Les mathématiques arabes, ça n'existe pas. Je suis allé avec un document écrit en démotique. Le démotique, c'est l'écriture hiéroglyphique écrite sur papyrus. Sauf que quand vous regardez les caractères, vous avez vraiment l'impression que c'est de l'arabe. Donc, vous savez, moi, comme je suis quelqu'un de très fair-play, je suis allé, avec un document, remettre dans un pays arabe, un arabe qui connaît bien la langue arabe, le document en lui demandant de me traduire le document en français. Donc quand il voit le document, pour lui, c'est de l'arabe. Il ne sait pas que c'est du démotique égyptien. Et je le laisse s'empêtrer, jusqu'à un moment, je lui dis, non, en fait, vous n'arriverez pas à traduire ça, parce que ce n'est pas de l'arabe. Et lui me dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous voyez bien que c'est de l'arabe. J'ai dit, ah bon, tu viens de te tirer 2 balles dans les pieds. Parce que ça, c'est de l'égyptien ancien, c'est pas de l'arabe. Donc vous voyez bien que à ce moment-là, il y a une rencontre. Et c'est ça, il faut bien comprendre qui nous sommes. Le monde noir, c'est un monde qui a partagé la connaissance. C'est pas un monde qui l'a privatisé. Vous voyez ce que je veux dire? On a partagé la connaissance avec tous les peuples. Les peuples africains n'étaient pas du genre à brûler des bibliothèques, par exemple? Non. Parce que vous savez une chose, on a compris une chose. Vous savez comment s'appelait une bibliothèque dans la tradition africaine? Pour la guérison de l'âme. D'accord? Il y a Père Médiat, Père qui veut dire maison, Médiat livre, donc la maison du livre, tu vois? Mais surtout, c'est pour la guérison de l'âme. C'est-à-dire que, il y a une chose que nos ancêtres avaient compris, celui qui n'a pas la connaissance est dans la confusion. Et quand on est dans la confusion, on est dans la destruction. C'est-à-dire ce qui émane de ton cœur, ce qui émane de tes gestes, ce qui émane de tes propos, ce n'est que propice à la destruction. Parce qu'il faut la connaissance. On est arrivé aujourd'hui dans une espèce d'orgueil. C'est pas de l'orgueil patriotique, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a la volonté de se taper dessus. Parce que ni l'histoire des sciences, ni l'histoire de la migration des connaissances humaines à travers les civilisations ne justifie ni les formes de guerre, ni les formes de prédation. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais quand vous inventez une histoire qui ne s'est jamais déroulée, eh ben vous faites des tensions entre les humains. Vous créez des tensions. Quand Mahomet avait ses 12 premiers disciples, il les a cachés où? En Afrique. Pourquoi il n'a pas été en Asie? Pourquoi il n'a pas été en Europe? Il est venu en Afrique demander au roi d'Abyssinie, est-ce que vous pouvez me cacher les gens? Quand les Arabes, c'est-à-dire ses frères, ses cousins, enfin les gens de chez eux, de chez lui, ont monté une armée pour venir massacrer ces gens-là jusqu'en Abyssinie, qu'est-ce que le roi africain a dit? Le roi au dit, ils sont là, massacrés-les. Non, il a dit, non, si vous touchez à ces gens-là, vous nous touchez aussi. Faites attention à ce que vous faites. Vous voyez l'affaire? Donc là, tout le monde est venu d'où? Puisque les gens savaient que dans l'Antiquité, et vous pouvez regarder les textes, tout le monde disait, nul n'ose défier un Éthiopien au combat. Vous comprenez ça? Je le dis parce qu'on raconte aux enfants des histoires dormir debout, comme quoi c'était des gens fragiles qui avaient peur de tout. En attendant, il y a une chose que tout le monde sait, c'est que la tradition des arts martiaux de l'Égypte antique viennent de leurs ancêtres éthiopiens qui étaient au Soudan à l'époque, puisque c'est l'ancien Soudan. Vous voyez? Et quand les Asiatiques racontent l'histoire des arts martiaux, ils commencent par l'Afrique. Et quand les Africains racontent l'histoire des arts martiaux, ils commencent par l'Asie. Est-ce que vous voyez le hiatus? On est en train de tout remettre à l'endroit. Mais attendez, moi, Teddy Riner, qui est notre champion, je lui ai montré les documents. Il m'a dit, mais ça, c'est le judo. Je lui ai dit, mais Teddy, regarde la date. Regarde la date. Regarde combien de milliers d'années auxquelles ça remonte. Et vous savez qu'il y a le mois de l'histoire des Noirs au Canada. J'ai été officiellement invité pour démontrer 2 choses. L'origine africaine du baseball et l'origine africaine du hockey sur glace. Parce que quand on a inventé le hockey, c'était sur gazon. C'est pour ça qu'en Australie, ils font le hockey sur gazon. Et ce n'est pas de ma faute si lorsqu'on est dans les tombeaux des pharaons, on ne vous montre pas les scènes sportives.
Parce que la batte de baseball de Pharaon est au Manchester Museum. C'est pas de ma faute si elle n'est pas au British Museum. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Avec sa balle de baseball qui est aussi au Manchester Museum. Donc, ce qui fait que on organise la diversion en éclatant. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut aller dans tous les musées. Parce que tout est éclaté, genre à gauche, à droite, pour faire diversion. Mais la chose, c'est quoi? Quand on ne vous raconte pas votre histoire, c'est qu'on a des choses qu'on vous cache.